donc dans la nuit du 20 au 21 décembre, et cette idée qui m'est venue en écoutant un petit passage d'une fiction ou autofiction sur une radio, et donc cela s'est passé il y a déjà quelques heures, et en écoutant, j'ai eu cette chose, je vois, et donc je l'ai complété, je vois une femme regarder vers le ciel ou lever les yeux au ciel et pousser un grand soupir. Après j'ai ajouté, j'ai vu, je vois un homme regarder ou lever les yeux vers le ciel et pousser un grand soupir, de manière un peu de faire un peu de changer de genre. Après j'ai vu un homme, un père ou un homme, tenir un enfant par la main, et le presser d'avancer. J'ai vu, non, je vois un homme tenir un enfant par la main et le presser d'avancer. L'enfant, c'est moi, évidemment. Et donc, ça va être des mélanges. Alors, je sais pas si ça va marcher ou pas. Mélange de choses. Donc, je vois dans cette vision un peu rétroactive, mais qui s'exprime au présent. Donc, la vision, elle n'est pas chronologique au sens linéaire du terme, elle est un mélange de temporalité, voilà. Donc il peut y avoir dedans des choses qui n'ont jamais existé, il peut y avoir des choses qui ont un rapport avec moi, un rapport proche ou lointain, ou rapport avec autre chose. Donc je dis tout cela, alors je sais pas ce que ça va donner. Donc je vois, alors je continue, je vois un homme pleurer à chaudes larmes, pleurer, se frapper la figure et gémir. Je ne sais pourquoi il pleure, ni pourquoi il est autant affligé. Je le vois, je passe mon chemin. Je vois un arbre, et cet arbre, je le vois chaque matin. Nous nous rencontrons un peu parce que nous sommes voisins. Je vois cet arbre. Il me semble qu'il est là depuis longtemps. En tout cas, d'après quelques indices, j'en déduis qu'il a 30 ans, 40 ans. C'est encore un arbre jeune, mais je peux dire qu'il est sage, puisqu'il semble toujours, finalement, ne pas être dans le... Il semble toujours très calme et vraiment plein de patience. Je vois une chose, je sais pas quoi, ce que c'est que ni à quoi ça peut bien ressembler. Je vois une chose qui, comme ça, se présente à mon regard, je la vois, mais je ne peux rien dire à son sujet. Il y a comme ça des choses dont on ignore tout. Ça appartient peut-être à un autre monde, ça appartient peut-être à une autre dimension, qui sait. Je vois une femme, âgée, vieille même, pourrait-on dire. Elle semble se traîner, c'est ma mère. Elle semble se traîner, très lentement. Elle semble comme sur le point de basculer. Ça fait longtemps. A priori, ça fait longtemps.
qui ne se tient plus debout. C'est vrai, il faut croire que les années lui ont modifié l'aspect et le maintien. Je vois cela et j'en déduis que quelque chose, un malheur, un maléfice s'est saisi d'elle. Et puis voilà, il en a fait cet être souffrant, cet être souffreteux, cet être diminué, cet être qui avance d'un pas lent, cet être qui semble se vider de son eau, cet être qui se comment dire, se dé, le fait de perdre son eau, j'ai oublié le terme, donc voilà, donc les sueurs, les sueurs après ménopause de ma mère. Donc je vois, et en fait, j'avais pensé faire quelque chose, je vois ma mère, ou plutôt, je vois ma mère sans pouvoir la voir. Je vois ma mère qui n'est plus ma mère. Oui, ma mère n'est plus ma mère depuis longtemps. C'était, je vois ma mère, mais c'est la mère que j'ai dans ma tête, et non pas la mère qui est devant moi ou que je vois ma mère et je ne la reconnais pas. Ou je la reconnais pas, ou je la reconnais difficilement. C'est vrai qu'elle a une ressemblance, ou des ressemblances avec cette mère mais il y a des différences, et ces différences me laissent, me laissent un peu interloqué, me laissent un peu désorienté. J'ai perdu ma mère, mais j'ai l'impression de l'avoir perdue il y a longtemps déjà. Je vois ma mère jeune, et jeune elle était belle, et ma mère elle était debout, jeune. Elle était vigoureuse, elle était forte. Ma mère, ma gentille mère, mais très serviable mère, mère. Je vois, ah plutôt, je pressens, peut-être, l'amorce d'une larme, mais je suis pas sûr que cette larme puisse parvenir jusqu'au bout de son cycle, car dans le monde des larmes, il y en a plein qui échouent dans cette phase, dans leur vie de larmes. Elles meurent sans avoir pu connaître
leur instant de gloire sans avoir pu sortir à la lumière et briller. Et moi, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté mes larmes, que je n'en ai pas ressenti la salinité et, et le côté presque chaud. Les larmes viennent toujours chaudes. Et on le reçoit avec gratitude. Ce sont les choses les plus précieuses au monde. Les larmes. La meilleure preuve, la plus grande et la plus de l'amour, la plus grande preuve de l'amour que l'attachement que l'on a pour quelqu'un. Je vois un élément qui s'élève dans le ciel. Ce n'est pas le clocher d'une église, c'est plutôt le minaret d'une mosquée. Ce minaret se trouvait accolé à la maison de mon grand-père. Je suis monté sur la terrasse quelquefois et j'ai pu voir ce minaret presque que je pouvais toucher de la main presque. Cette proximité est vraiment qui m'a laissé un peu sans voix. C'est vrai, dans ce petit environnement, j'ai vu, je suis né au monde et puis je suis né à la langue, puis je suis né au récit, je suis né aux légendes, je suis né à la narration, je suis né aussi au désir de vérité, je suis né au sentiment d'injustice, je suis né à l'histoire, qu'elle soit petite ou grande. Je suis né dans ce carré magique. Ça raconte, carré qui raconte l'histoire, qui raconte l'enracinement, qui raconte la résistance face aux tempêtes, les tempêtes de la mer, de l'océan, et aussi les tempêtes de l'histoire, le débarquement, les disettes, les épidémies, les bouleversements de toutes sortes. À la mosquée, ma mosquée, lieu dans lequel j'ai pu me sentir fort, en capacité, dans lequel j'ai laissé ma voix monter
au ciel. Je vois un chat. Évidemment, toujours ce chat que j'ai vu sur la terrasse de la maison des grands-parents, et toujours cette maison, toute proche, la maison voisine de la mosquée. Et ce chat borgne, et ces chats qui se battent, comme se battent les mâles chez les chats, durement, farouchement, mauvaisement. Un spectacle atroce, ces bagarres de territoire, comme on les appelle aujourd'hui. Mais à une époque, je savais pas à quoi ça pouvait référer. Les chats qui se battent, comme les chats qui miaulent au milieu de la nuit, qui pleurent comme des bébés. Un chat qui ne se contrôle pas. Oui, les chats et leur détresse, les chats et leur trop plein de désirs. Comment évacuer le trop plein? Qu'est-ce que nous enseignent les chats à ce niveau-là? Je vois une poule, comme ma poule à moi, tuée par un rapace, et même pas dévorée en entier, juste entamée. Peut-être que le rapace a été dérangé, peut-être que non. Peut-être que la poule n'était pas à son goût. Et voici qu'un autre enfant, lui aussi, se met en devoir de protéger sa poule, quitte à aller affronter des soldats surarmés. C'est ma poule. Vous ne pouvez pas me la prendre, c'est ma poule. Elle a traversé les frontières, et moi je traverse derrière elle. Et ma poule, comme ça pourrait être ma terre. Et chez moi, que vous piétinez. C'est chez moi que vous... je trouve plus le terme en français, que vous salissez, mais en fait, je voulais dire tadnis, le fait de... Donc c'est plus un caractère religieux plutôt par rapport à un sacré. Mais j'ai pas trouvé le terme, je l'ai trouvé qu'en arabe, donc voilà, je le laisse en arabe, tadnis. أرضي التي تدنسونها التي تدنسون إنها أرضي وأنتم تدنسونها وأنتم تدنسوها وتجرحوها وتعكروا صفوها وتنالوا منها ومن حرمتها ومن عزتها ومن قيمها ومن شموخها ومن تاريخها ومن ماضيها ومن مستقبلها ومن خلودها ومن امتدادها عبر الزمان. أنتم تريدون أن تأخذوا الأرض لكن الأرض هي التي ستأخذكم عاجلا أم آجلا. الأرض ستسترجع شرفها وعذريتها وصفاءها ونقاوتها وجمالها وزينتها
ونضارتها بعد أن تكونوا قد رحلتم بعد أن تكونوا قد صرتم ترابا. Je vois un mot comme ça qui se déploie comme et qui monte très haut. Le mot ne chante pas la gloire d'une personne. Ce mot-là, il connaît son moment de gloire. C'était son tour. Un mot banal, mais qui a eu lui aussi le droit à ce court moment d'exaltation. Il est monté le plus haut possible, puis il a gagné sa place. Et il va se passer beaucoup de temps avant qu'il ne connaisse de nouveau cette expérience courte mais intense, forte et inoubliable. La gloire des mots anciens, des mots périmés, des mots oubliés, des mots dédaignés, des mots délaissés, la gloire des mots de mon père, de ma mère, de mes grands-pères, de mes arrière-arrière-grands-pères, de toute ma lignée et de toutes les lignées. Je vois sortir de terre un texte aussi net, aussi clair que le premier jour où il a été rédigé. Ce texte a traversé les siècles. Il est resté inaltéré. Un texte qui raconte une traversée, une vision, qui présente, qui répond à des questions, qui offre un moyen d'échapper à sa condition. Le texte est à nouveau exposé, accessible à celui qui veut bien l'adopter, à celui ou à celle qui veut s'en nourrir, s'en inspirer. Je vois. Et même quand je ne vois pas, je peux dire cela. Quelquefois j'ai l'impression de voir, mais en fait, je ne vois que la première, que l'extérieur des choses. Je n'accède point aux profondeurs. Je n'accède point aux secrets cachés. Oui, il faut être un initié. Il faut apprendre à accéder au monde de l'invisible, au monde de l'occulte, au monde du dérobé. Je vois. Je vois des choses miroiter dans l'eau. Ça a des reflets argentés et ça brille dans le soleil. C'est vrai, ça rappelle les temps anciens. C'est un banc de poissons et ça rappelle les temps anciens où on pouvait presque attraper les poissons au bord de l'eau. C'était l'époque où le poisson foisonnait. C'était l'époque où toutes les espèces existaient. Il n'y avait point de rareté.
C'était l'époque où on se contentait de prendre le nécessaire et de le laisser le reste vivre. Nous mangions pour vivre, hein, nous ne vivions pas pour manger. La nourriture n'est finalement pas un but, n'est pas un but, mais simplement un moyen. C'était comme ça par le passé et c'est en train de le redevenir. On redécouvre les choses. Je vois un horizon. Il me semble qu'il constitue une limite. Il y a du plat, puis ça s'arrête. Chaque jour, je me lève et je fais face à cet horizon qui est tout proche finalement. Il me semble qu'il n'y a plus rien après, que si j'allais au bout, je pourrais tomber dans quelque chose de très profond. Oui, je n'ai jamais été au-delà de mon horizon habituel, familier, mais ça me dérangeait pas tant que ça, car cet horizon s'animait tous les jours, au coucher du soleil. Il prenait des teintes extraordinaires, il se colorait de mille feux et de mille nuances, jaune doré, toutes les nuances du doré, toutes les nuances du jaune, toutes les nuances de la vie chaude, de la chaleur qui nous fait vivre, nous revigore, nous restaure dans notre force et dans notre endurance. Ne cherche pas à regarder par-delà l'horizon. Ce qu'il y a de l'autre côté ne m'intéresse pas, ne m'appelle pas. Moi j'ai un pied, et même deux pieds, enracinés dans la terre, partie au monde du solide et un peu au monde du liquide. Je me tiens à côté, mais à distance de ce monde qui peut quelquefois me laisser un peu, me faire un peu peur ou m'impressionner par ses colères. Mais j'étais à l'abri sur ma terre. La tempête ne m'atteignait pas. Elle m'effrayait, mais elle ne me causait pas, elle me faisait pas de mal. C'est juste que j'étais quelque peu, je me sentais tout petit et finalement, finalement,
Je connaissais un peu, je faisais l'expérience de la réalité de ma force. Mais moi aussi, quand j'entrais en colère, je faisais l'expérience de l'océan. Je devenais tempétueux, je devenais violent, je devenais impétueux, je devenais incontrôlable. Mais après, quand le reflux se présentait, j'étais pas très, très content de moi, car la colère est un peu l'arme des faibles, je vois. Par-delà, par-delà les distances, par-delà les terres, par-delà les gens, par-delà leur histoire, leurs soucis et leur rire, et par les temps des coups qui courent, le rire doit se faire moins fréquent. Je vois et je rencontre le regard de mon père, et je suis tout confus. J'ai envie de me jeter à ses pieds, j'ai envie d'implorer, de lui demander pardon. Et il me reste, mais j'hésite encore. C'est trop facile, ça serait trop facile de demander pardon, puis après, une fois reçu l'onction, une fois reçu la clémence, obtenu la clémence du Père. Mais normalement, il faut payer pour ses péchés. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut passer par la pénitence. Faut obtenir. Faut, faut réparer. Faut réparer par son corps, par son sang. Faut essayer de réparer ses fautes en offrant, en s'offrant en sacrifice. Faut expier. Alors, donc je vois, et donc là j'ai pris un chemin très classique. Donc, pour moi en tout cas, c'est classique, assez attendu. J'avais pas la force donc de partir sur des choses très, comment dire, comme c'était au début. Alors voilà, donc au début on me dit, je vois, j'entends. Je vois, ça ne peut pas passer à je vois, j'entends. Donc il faut que je reste sur je vois. Je vois des gens courir, se précipiter. Je, je me demande, je suis quand même un peu interpellé par ça. Pourquoi court-il comme ça? Peut-être, est-ce qu'il y aura quelque chose de grave? Est-ce qu'il se passerait? Qu'est-ce qui se passe? Je me mets à courir, moi aussi. Et bientôt, nous formions une foule, un flot continu de gens. Je ne sais pas qui nous guide, mais nous suivons quelqu'un.
qui semble nous mener. Et je ne sais vers où, mais en tout cas, il doit savoir, lui, puisqu'il est le meneur. Et nous passons par des ruelles et des ruelles pour finalement arriver quelque part où un sacrifice est en train d'être accompli. Un homme est en train de sacrifier son fils. Il veut refaire l'expérience du Père des nations. Il veut lui aussi essayer d'obtenir l'intervention de Dieu. J'offre mon fils aîné, mon sacrifice au Dieu, et puis Dieu va agir selon la légende. Il va intervenir, il va remplacer le fils par autre chose, par l'agneau innocent, ou par le bélier, tout mécontent et tout, ou peut-être pas. Un bélier réduit à la puissance, comme j'imagine aussi le fils aîné, ligoté, entravé. Il a peu de chances de pouvoir s'échapper. Il est résigné à son sort. Il attend de recevoir le coup de grâce. Les gens s'arrêtent. Ils ne semblent plus savoir quoi faire. Le meneur n'est plus là. Il a disparu, avalé par la foule. Le père est là. Il tient son couteau d'une main ferme. Il le tient. Puis il semble être en attente. C'est vrai qu'il est comme possédé par une force invisible. Il regarde frénétiquement vers le ciel. Il est sûr que la main de Dieu va se saisir du couteau, va l'empêcher de commettre l'irréparable. Mais est-ce que Dieu ne mérite pas qu'on lui sacrifie le Fils premier pour montrer à quel point, pour preuve comme comme démonstration de foi. Oui, j'offre ce que j'ai le plus cher. Qu'est-ce que je peux rajouter? Il est tard et j'ai quelques problèmes pour rester concentré. Non, mais c'est un thème intéressant parce qu'il fait appel à des tas de choses finalement très, presque, j'allais dire ordinaires, mais très présentes dans ma tête. Donc j'ai fait un peu fonctionner un peu la mémoire visuelle dans des situations de moi connus, etc. Quelque part, je suis allé du côté, j'allais puiser la matière de mon récit ou de ma narration quelque part dans cette maison familiale qui peut-être qui peut-être déjà qui peut-être tombée, qui a dû euh, qui a dû qui peut-être c'est déjà n'est plus de ce monde, mais elle continue d'exister évidemment.
est toujours aussi comme je l'ai connu il y a longtemps, il y a plus d'un demi-siècle. Oui, elle ne peut pas mourir, elle est éternelle, comme le sont les souvenirs, les images, comme le sont les choses importantes. Ce n'est point la matière qui est éternelle, mais les choses à côté, les choses. D'ailleurs, nous ne vénérons pas la matière, nous vénérons l'immatière, nous vénérons l'immanent, nous vénérons l'invisible, nous vénérons l'improuvable, nous vénérons l'hypothétique, nous vénérons l'invérifiable, nous vénérons l'inapprochable, nous vénérons une idée, nous vénérons une vision, nous vénérons une espérance, nous vénérons un attachement, nous vénérons une vénération, nous vénérons une tradition, nous vénérons une aspiration, nous vénérons un récit. Alors voilà donc, je vois mon homme se diriger vers le lieu. Ça peut être le lieu de son trépas, ça peut être n'importe quoi. Bon, en tout cas, je vois un marin, plutôt. Il va pas vers son terme, quoique la vie de marin est une vie pleine de risques. Donc, ça pourrait être son ultime sortie. Je vois le marin. Et dans mon souvenir, les seuls qui marchent la nuit, après une heure, après minuit, ce sont les marins qui descendent vers le port, habillés de leur ciré jaune et déjà plongés dans leur monde, déjà en train de lancer le filet, déjà en train de s'activer autour j'ai encore oublié le nom, Snara, autour de et cette pêche à la palangre, donc qui consiste à accrocher des morceaux de poisson aux hameçons. Donc, un travail peut-être qui se fait en amont, avant l'arrivée des marins. En tout cas, quoi qu'il en soit, le marin est un être qui n'est pas maître de son temps. C'est la mer qui décide pour lui. Au début où elle le prive, elle le conforte ou elle enrichit ou elle appauvrit, elle le dote ou elle le dote pas, ou elle le prive. Elle peut être de son côté comme elle peut être tout contre lui, le marin. Aussi donc, ce défilé un peu
discontinue. Un marin, tous les quarts d'heure, silhouette longiligne, presque comme un être venu d'un autre monde. Il avance dans la nuit, dans cette pénombre. Il avance, il descend vers le port, vers la nuit obscure. Il va devoir affronter la mer et ses terreurs, la mer et ses humeurs, la mer. De nouveau, il a besoin de ramener quelque chose pour pouvoir continuer, être là demain et après-demain. Marin pour la vie, marin pour l'éternité. Je vois. En fait, je vois plus dans le sens où j'ai un peu puisé la matière de ma narration, donc je vais arrêter. En tout cas, c'est l'inspiration un peu, toujours les styles de narration différents, ils sont à notre disposition, donc à nous d'en faire quelque chose. Évidemment, quand on veut, souvent on est comme ça gratifié de choses, de certaines choses assez facilement, et quelquefois dans cette proximité avec soi, il y a comme une sorte de non-envie. C'est pas de l'inceste, c'est pas de la chose interdite. Simplement, c'est ou déconseillé, pas approuvé. C'est juste que peut-être que chez l'autre, c'est plus intéressant. Faut aller voir comment les autres ressentent les choses. Alors quand je dis je vois et c'est moi ou ma mère ou mon père ou ma grand-mère ou mon grand-père, ben, vraiment, oui, le marin. Mais j'ai aussi des marins dans la famille, puis le marin, c'est la figure presque titulaire de la ville, ma ville de naissance, et oui, le marin. Et tous ces marins perdus qui n'ont pas de tombe, qui n'ont point de tombe, pour lesquels il n'y a point de monument, il n'y a point de lieu de souvenir, il n'y a pas la statue du marin inconnu ou du marin perdu, du marin avalé par la mer, par l'océan, par cet ogre qu'est l'océan. Combien de fils, combien de pères, combien sont partis et ne sont jamais revenus, et on fait le tour des maisons et on demande. Et à la fin, on se retrouve avec une liste longue, très longue. Il y a les disparus récents, puis il y a tous les disparus qui jalonnent un peu toute la vie de la cité depuis qu'elle est citée, depuis que l'homme est pécheur, et que l'homme, il ose s'aventurer dans le monde, dans un monde qui n'est pas le sien. Alors, donc, je vois. Oui, après, ça pourrait être facile. Je vois un sourire naître, pointer timidement. J'ose un pari. Me dit ce sourire va s'épanouir
Oui, j'ose le pari. Mais ce sourire ne s'épanouit point. Il a été comme avalé par une autre émotion, un autre souvenir. Le sourire a disparu aussi vite qu'il est apparu. Et moi, je reste avec mon pari perdu et avec cette déception. Oui, ça aurait été bien. Un sourire à plein les lèvres, un sourire rayonnant, un sourire. Ouais, sûrement ton sourire à toi, évidemment. Je vois un homme, encore des images, je vois un homme assis par terre. Il semble absorbé par une activité très plaisante. Il a devant lui des sardines grillées. Il en a assez pour bien manger, pour se remplir le ventre. Cet homme, j'imagine, on lui a offert ses sardines. Faut dire que ça coûte pas cher, les sardines, en pleine saison. Donc il mange, il se régale. Ah, le gras, la sardine, à la chair délicate de la sardine, aromatisée au citron. Ah, dommage, je ne vois point de tranches de tomates. Je vois point de tranches de citron. Je vois que des simples sardines, grillées certes, mais non accompagnées. Et l'homme les mange avec du pain. C'est parfait comme combinaison. Le gras à la sardine donne, rehausse le goût du pain. Et c'est comme un repas, c'est un repas dont pourraient se régaler les dieux si les dieux avaient une bouche, si les dieux étaient comme nous, avaient ressenti le plaisir de se nourrir et le plaisir, si les dieux ressentaient la faim, ils ressentaient les émotions qui sont les nôtres. Alors, on veut bien inviter les dieux, mais on ne sait pas. Mais en attendant, c'est un plat du pauvre, un plat de l'homme de la rue, mais un plat ô combien savoureux, ô combien riche, ô combien goûteux, ô combien excellent, excellent pour la santé, excellent pour le moral, excellent en tout. Les sardines qui viennent de tout près, les sardines qui viennent chaque année nous offrir leur vie pour que nous puissions nous en régaler. Merci les sardines, merci infiniment pour votre sacrifice en masse, ce don de soi à nul autre pareil. Vous donnez à nous par milliards et nous vous prenons sans un mot de gratitude, sans un mot de reconnaissance. C'est vrai, je le dis, je reconnais aussi ma culpabilité, c'est vrai. Quand je tombais sur un sac d'œufs, de sardines, je m'en régalais.
point de honte. Les sardines arrivent toutes prêtes. On les voit pas. Agoniser, on les voit pas. Ressentir les affres d'être exposé comme ça à l'air et mourir par étouffement, par manque d'air. Et moi je mange. Et toi aussi tu manges. Tu manges tes sardines. Et je vois ce plaisir dans tes yeux comme je peux le voir dans les miens. Et ce petit sourire, même qui ne quitte pas mon visage quand je pense aux sardines. C'est presque, j'ai le désir, même le ventre plein, j'ai le désir sardine. Sardine. Autre chose aussi, mais là, c'est le tour des sardines. Après, il y a le congre. Il y a tous les poissons plats. Il y a d'autres poissons. Il y a tant de poissons. Il y a l'anguille. Il y a la murène. Je vois qu'il est l'heure pour moi de m'arrêter, qu'il est un peu, c'est venu le temps de s'arrêter. Mais le thème est intéressant et toujours porteur. Ça ne veut pas dire que le résultat est exceptionnel. C'est juste comme ça. Un moment, même s'il y a eu un laps de temps assez long, quelques heures, ben j'ai fini par traiter ce thème. Et donc, c'est mieux que de le laisser jusqu'au lendemain et de le retrouver un peu, de se retrouver peut-être incapable ou, je sais pas, de, de devoir le laisser de côté parce que un autre thème aura émergé entre temps. Donc voilà. Donc j'ai passé un petit moment avec ce je vois. Évidemment, pourquoi la famille a été aussi présente, peut-être suite à un échange avec une de mes sœurs, avec ma sœur cadette, peut-être que c'était ça. Ça m'a ramené vers le père, et c'est pour ça que le père était présent. Alors qu'en fait, quand la chose m'était venue à l'esprit, le thème, ben, j'avais pas encore parlé avec ma sœur, donc je l'aurais traité, évidemment, j'aurais inclus peut-être euh, quelqu'un de ma proximité, mais pas de façon aussi patente. Peut-être que je me serais pas retourné vers mon roman à moi, mais j'aurais essayé. Évidemment, il y a des petites, comment dire, des choses que l'on a euh, à portée de main, à portée de bouche, donc presque une manière à soi d'aller, de picorer ici ou là. Et ce thème est relativement facile et il peut prendre plusieurs aspects. Évidemment, quand on ne fait pas appel à un membre de sa famille, on fait appel toujours à un autre membre de sa proximité. Ça peut être quelqu'un qu'on a fréquenté, ou etc. Donc, difficile, ou alors dans le contexte, difficile, je vois naître une fracture, je vois naître un fossé, je vois naître une nouvelle réalité, un nouvel écartement, une séparation. Un monde est en train de se fracturer, de se fragmenter. Et là, je vois le rift. Donc, là, je suis pas dans ma proximité, mais évidemment, je fais appel à mes souvenirs d'école. Donc, le rift euh, d'Afrique de l'Est, et donc, et l'océan qui va naître, etc.
Donc, je vois quand qu'on est en train d'exhiber quelque chose, on est en train de sortir quelqu'un de terre, on l'a déterré par accident. C'était un chantier c'est un chantier pour construire un immeuble de résidence. Et puis, on est tombé sur un cimetière. Et voici qu'on met en pleine lumière les restes d'un adolescent prépubère. Et puis, voici ce qui reste du corps d'un enfant, d'une femme, d'un homme. Voici qu'on a trouvé un couple enterrés ensemble. Voici qu'on a trouvé deux frères enterrés ensemble. Voici, on peut imaginer là des choses qui sont assez rares dans la réalité, mais je vois évidemment là aussi par rapport à l'archéologie, par rapport à des choses que l'on a pu comme ça un peu approcher au hasard de ces lectures un peu sans, sans ligne, sans direction précise, Internet qui vous offre plein plein de choses comme ça, et donc ça, on, on fait appel à ça, on l'incorpore, on se l'approprie, et donc ça devient la matière de sa narration. Alors qu'en fait, ça appartient à des contextes très différents, mais voilà comment on remplit un texte, comment on lui donne corps, texte oral ou un texte écrit. Évidemment, avec l'écrit, avec l'oral, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, comme euh, on en a la preuve, et voilà. Donc je vous dis au revoir et je remercie ceux qui m'ont rejoint dans cette aventure. Voilà, c'est aussi une manière de leur offrir une chose un peu différente, qui ne soit pas dans l'autofiction à proprement parler, mais évidemment, voilà, donc on n'est jamais loin de sa propre histoire, mais on essaie de prendre comme cela, un peu de ne pas le nommer exactement, de ne pas s'identifier totalement à ce que finalement à notre histoire, mais d'essayer de la quitter, de s'en éloigner, ou voilà, ou de la traiter un peu comme n'importe quelle matière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de priorité, elle n'a pas de statut spécial, c'est une matière narrative comme une autre. Voici donc, puissent vos mots se porter bien se porter, et puis voilà. Puis si vous naviguez sur les mers calmes et les mers enragées de l'imagination et voilà, faites, puissiez-vous faire un voyage comme ça, un peu sans but, voilà, et laissez les vents vous guider, les vents de voilà, et laissez libre cours à à vos esquifs et voilà, un peu comme une dérive, non pas contrôlée, mais une dérive douce, une dérive infinie, éternelle, une dérive qui ne s'arrête pas. Voilà, mais qui quand même pas, qui comporte pas de risque réel. C'est juste une dérive, comment dire, imaginaire. Donc voilà, c'est ça. Donc qu'on peut quitter à n'importe quel moment. Ainsi donc les plaisirs, les joies les, et finalement les récompenses
du voyage oral et de l'objet oralité. Et à bientôt.